outils de la part de Jonathan et Geneviève. Puis gênez-vous pas, les athlètes, les entraîneurs qui sont dans l'atelier. Vous pouvez écrire dans le chat vos questions, puis au besoin, après que j'ai fini mes questions principales, vous pourrez aussi prendre la parole si vous le préférez, mais vous pouvez aussi les écrire. Donc gênez-vous pas, il n'y a pas de mauvaises questions. On est là pour aller chercher des outils avec les deux ressources qu'on a aujourd'hui. La première question, le premier thème que j'aimerais aborder, puis je l'observe chez plusieurs athlètes que je côtoie. Plusieurs ont vécu une baisse de motivation dans ce qu'on peut appeler la première vague de la pandémie, puis ils ont été contents cet été lorsqu'on a pu reprendre les entraînements de groupe, même dans certains cas reprendre quelques compétitions. Puis là, ils vivent en quelque sorte une deuxième déception, puis ils sont un peu découragés pour certains de devoir retomber avec toutes les contraintes qu'il y a présentement. Donc, un peu une montagne russe d'émotions, on est découragé, oh, on a des bonnes nouvelles, on est content, puis là, on vit quelque chose de décourageant. Quelqu'un qui est confronté un peu à ça, puis qui le vit de la façon que je viens de l'expliquer, qu'est-ce que vous suggérez à un athlète dans cette situation-là? Mhm. Tu veux y aller, Jonathan? OK. Ouais, ben, je peux commencer pour celle-là, puis on pourra s'échanger le bâton de la parole pour les futures questions. Donc, moi, de mon côté, je crois que j'aurais le goût de poser des questions à l'athlète, au lieu de suggérer un conseil en premier. Puis, tu sais, les questions que j'aimerais poser à l'athlète, c'est comme, à quel point est-ce que c'est important pour l'athlète de s'entraîner régulièrement, sur une échelle de 1 à 10, mettons. Puis l'athlète, après, il me donne un chiffre, puis mettons que l'athlète me dit un 5 en ce moment. Mais pourquoi est-ce que c'est un 5 et non genre un 2, par exemple? Puis là, ça va permettre de faire ressortir un peu c'est quoi comme des sources de motivation liées à justement s'entraîner régulièrement, par exemple. Puis après ça, ben, qu'est-ce que ça te prendrait pour monter, mettons, à un 8 ou un 9? Puis là, cette question peut permettre de faire ressortir comme les composantes qu'on pourrait, comme le système qu'on pourrait créer autour de l'athlète pour l'aider justement à alimenter sa motivation. Puis c'est une autre question que j'aimerais lui poser à cet athlète, ça serait comme à quel point est-ce que tu es confiant de pouvoir t'entraîner régulièrement en situation de pandémie? Puis un peu sur le même principe, sur une échelle de 1 à 10, on identifie un numéro, puis après ça, mettons, on identifie 6. Pourquoi 6 et non 4, par exemple? Puis là, ça va permettre d'aller faire ressortir justement des sources de confiance, pardon, que l'athlète possède par rapport à s'entraîner en pandémie. Puis après ça, ben, qu'est-ce que ça te prendrait pour monter ce chiffre à un chiffre qui est plus élevé? Puis en posant des questions de ce genre-là, on est capable de faire ressortir c'est quoi les sources de motivation et de confiance qui existent déjà en ce moment au sein de l'athlète. Parce que tout le monde ici, autant les entraîneurs que les athlètes, on possède tous des ressources qui peuvent nous aider à naviguer la situation. Puis après ça, la seconde portion des questions que j'ai mentionnées, ben, ça sert à vraiment faire ressortir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour justement t'aider dans cette situation. Puis après ça, une fois qu'on identifie ça, ben là, c'est du planning. Faire un plan d'action par rapport à tout ça. Good, c'est intéressant. Je vais laisser Geneviève donner son élément de réponse, puis après, on va aller à la question de Marc-André. En fait, j'ajouterais qui n'est pas une technique de pleine conscience, mais qui est une technique que je trouve très simple et qui fonctionne. Se poser la question, ou plutôt, en anglais, on va dire I got to, et je compare ça à I get to. Alors, est-ce que tu dois t'entraîner ou est-ce que tu as le privilège de t'entraîner? Mm-hmm. Et je pense qu'à partir du moment où on réalise qu'on est tous privilégiés de s'entraîner, qu'on n'a pas besoin de s'entraîner, qu'on le fait parce qu'on veut le faire, ça change après notre envie de le faire. Good, c'est intéressant. Donc, Marc-André, je te passe la parole. Merci. Question à Jonathan, en fait, là, par rapport à, tu disais les sources de confiance. Peux-tu identifier c'est quoi ta description de, je suis pas sûr de cerner exactement ce que tu veux dire. Ouais, ben, tu sais, mettons, une source de confiance, ça peut être tant les ressources, mettons, que l'athlète possède en termes de temps, au point de vue financier, ça peut être les habiletés, les connaissances que l'athlète possède, les expériences antérieures avec de l'adversité. Ça peut être la préparation, parce qu'on s'entend, on a déjà vécu un confinement. Donc, les gens, on a appris des choses à travers cette expérience. Puis ça peut être vu comme une espèce de préparation à qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Donc, ça, puis même, par exemple, le soutien social aussi, ça peut être vu comme une source de confiance. Par exemple, j'ai le soutien de mon entraîneur à distance. J'ai le soutien, pour revenir à Jessie tantôt, son copain, qui l'aide à travers les entraînements. Ça, c'est un exemple de source de confiance parce qu'elle sait qu'elle peut reposer sur ça. C'est ça, dans le fond, sur quoi qu'elle peut s'appuyer finalement dans son quotidien? C'est quoi ce que tu sais qui est réel et qui est toujours en place pour toi, qui est présent? Puis qu'elle contrôle. Ou qu'elle contrôle aussi. Ça, c'est important. OK. Merci. Excellent. Merci pour vos réponses. Le deuxième thème que je veux aborder avec vous, c'est l'aspect des compétitions. On sait que plusieurs athlètes, que ça aide dans la motivation, ça aide dans l'envie d'aller à l'entraînement, de savoir, dans un mois, j'ai tel championnat
qui s'en vient, je vais me qualifier. Dans 2 semaines, j'ai une autre compétition. Le fait de ne pas avoir d'objectifs concrets à court, moyen terme, on voit que ça affecte malheureusement la motivation de certains. Il y a des athlètes tantôt qui disaient, bon, faire les petits détails, des fois c'est difficile dans le contexte actuel. Puis pour certains, c'est parce qu'il manque d'objectifs concrets à court ou moyen terme en termes de compétition. Puis il y a même un peu d'incertitude à savoir quand est-ce qu'elles vont reprendre les compétitions. Quel conseil vous donneriez à des athlètes là, qui vivent des difficultés en lien avec l'absence de compétition? Je pense que c'est un bon moment pour être créatif. Il y a peut-être pas de compétition formelle, mais ça ne nous empêche pas de faire on va dire, compétitions internes, de faire des time trials, de faire différents tests physiques. Ça peut venir aussi des athlètes eux-mêmes qui vont décider, OK, ben on se lance le défi, on fait telle affaire. Oui, c'est sûr que la motivation, on va dire intrinsèque, là, qui vient de l'intérieur, le fait de le faire pour le plaisir, c'est ce qu'on recherche. Mais je ne jure pas que par ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir des sources de motivation extrinsèques qui peuvent venir comme donner un petit plus de temps en temps. Et puis, par rapport au défi, mais c'est pas besoin de toujours venir de l'entraîneur. Si les athlètes, ça vient d'eux-mêmes, on va dire en anglais le buy-in, là, donc l'engagement va être plus grand parce que si c'est moi qui ai décidé de le faire, je vais pas après ça virer de bord puis dire ben non, c'est niaiseux, ça me tente pas. Donc, je pense d'impliquer les athlètes dans ce genre de créativité-là, c'est important. Mm-hmm. Puis sinon, Excellent. peut-être pour faire du pouce un peu à qu'est-ce que Jen mentionne, un de nos 3 besoins fondamentaux qui alimentent notre motivation, c'est le besoin de la compétence. Donc, de sentir qu'on est compétent dans ce qu'on fait. Puis la compétition, bien, d'une certaine façon, ça venait supporter ce besoin-là de compétence parce qu'on pouvait mettre en application le travail qu'on avait fait, etc. Donc, pour faire un lien avec la créativité que Jen parlait, bien, moi, je vous invite à explorer comment est-ce que vous pouvez satisfaire ce besoin de compétence chez vous via d'autres moyens. Donc, est-ce que, par exemple, c'est en faisant des nouvelles recettes que j'ai jamais faites de ma vie? Est-ce que c'est en faisant peu importe quelle autre chose? Donc, je vous invite à être créatif à ce niveau-là. Puis, tantôt, Jen parlait de défis. Peut-être parfois, au sein de votre groupe d'entraînement, vous êtes, par exemple, le seul lanceur, seul sauteur, seul coureur de demi-fond qui court telle distance, etc. Rien ne vous empêche de connecter avec d'autres gens qui font votre épreuve au Québec. Puis, entre vous-même, créer des défis. Ça peut être des défis physiques, des défis peu importe. Là. Donc, juste pour avoir une espèce de petite compétition via des athlètes qui font exactement la même chose que vous. Par exemple, j'ai ici aussi qu'on a d'autres personnes qui font des courses de haies. Donc, les composantes et les demandes de chacune des épreuves sont complètement différentes. Donc, ça peut aussi être intéressant d'aller trouver des gens qui font les mêmes épreuves que nous. Puis sinon, un dernier point que j'aimerais aborder par rapport à ça, c'est celui des valeurs. Tantôt, Jen a parlé de la motivation intrinsèque, puis c'est vrai que extrinsèque et intrinsèque, les deux sont bonnes ensemble. La plus grande source de motivation que vous possédez, tout le monde ici, c'est vos valeurs. Pourquoi? Parce qu'un objectif, une fois qu'on réussit l'objectif, c'est terminé, ça finit là. Tandis qu'une valeur, on peut jamais l'atteindre. Puis ça, je me souviens qu'au printemps, quand on a fait un appel comme ça, j'en ai parlé également, une valeur, on continue sans cesse à avancer vers celle-ci. Donc, si vous êtes capable d'identifier c'est quoi les valeurs qui supportent ma pratique sportive en athlétisme, puis après ça, d'identifier c'est quoi les comportements, attitudes, décisions, etc. qui viennent supporter ces valeurs que vous venez d'identifier, bien là, après ça devient facile d'être motivé à agir pour être aligné avec ces valeurs-là, puis prendre des choix qui sont alignés avec celles-ci. Excellent, merci beaucoup, toujours intéressant. Prochain thème que je veux aborder avec vous, on le sait, on vit en quelque sorte une deuxième période de confinement, une deuxième période où il y a des restrictions en lien avec la pratique sportive. Comment est-ce que vous pensez que d'avoir déjà vécu quelque chose de semblable à ce qu'on vit présentement peut aider les athlètes à passer au travers? Dans une certaine mesure, on sait un petit peu plus à quoi s'attendre parce qu'on l'a vécu au printemps puis on le vit à nouveau. Comment on peut se servir de ça? Donc, je vais prendre l'exemple des compétitions, parce qu'ici, tout le monde a déjà compétitionné. Puis, tu sais, rappelez-vous quand vous avez vécu votre première compétition provinciale. Rappelez-vous quand vous avez vécu votre première compétition nationale, peut-être même certains internationales. Tu sais, c'était quelque chose de nouveau pour vous, puis il y avait beaucoup d'incertitudes rattachées à cet événement-là. Une fois que vous avez vécu votre premier baptême de feu lié à ce nouveau niveau, vous saviez, à quoi vous attendre. Puis l'affaire qui est intéressante, puis que je vous encourage à faire, c'est de faire une espèce de réflexion sur le premier confinement, d'aller identifier par rapport à vous, c'est quoi les choses qui ont bien fonctionné, qui ont moins bien fonctionné,
c'est quoi les ajustements que je devrais faire? Comment est-ce que je vais faire ces ajustements-là? C'est quoi les choses que j'ai appris par rapport à ma personne? Puis comment est-ce que dans cette seconde vague où on est aujourd'hui, je peux appliquer ces choses-là? Parce que vous avez vécu un apprentissage pendant le premier confinement, puis vous avez l'opportunité en ce moment d'aller maximiser un peu qu'est-ce que vous avez appris dans le premier confinement pour le transférer à aujourd'hui. Ouais, puis je crois sur un autre aspect de la deuxième vague ou du deuxième confinement où on peut travailler puis aller chercher comme un petit avantage parce que quand on est un compétiteur, notre but, c'est de dépasser les autres. C'est de se dire, ben, il y a peut-être plein de gens en ce moment qui sont démotivés puis c'est un bon moment pour se démarquer. C'est peut-être un peu drôle à dire, mais normalement, tout le monde est vraiment motivé. Donc, c'est plus difficile de se démarquer parce que tout le monde est à fond dans ce qu'ils font. Mais en ce moment, c'est vraiment pas tout le monde qui s'entraîne au même niveau. Donc, si toi, tu es capable de continuer, mais tu vas aller chercher un avantage peut-être plus facilement. Donc, peut-être que la deuxième vague, c'est juste une façon plus facile de battre tout le monde. Bon, c'est intéressant. Puis, un conseil que je donnais à plusieurs athlètes dans les dernières semaines, derniers mois, c'est on ne sait pas exactement quand va être le retour à la normale ou un semblant de normal, mais admettons, disons que c'est au printemps 2021. Ben, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment pour éviter que lorsque tu arrives au printemps 2021, tu aies des regrets? T'sais? Qu'est-ce que tu peux contrôler pour éviter d'arriver dans une situation de ouais, j'aurais dû bien m'entraîner ou j'aurais dû être plus régulier ou j'aurais dû les faire mes séances de musculation. Éviter d'être dans cette situation-là. Bon, ça peut paraître simple, mais je pense que c'est quand on prend le temps de s'y attarder puis de réfléchir, ça peut changer le comportement qu'on a au quotidien. Euh, on va parler un petit peu de l'aspect social. Il y a quelques athlètes qui l'ont évoqué tout à l'heure. On sait que l'athlétisme est un sport individuel, mais pour plusieurs, que ce soit conscient ou inconscient, le fait de le pratiquer dans un groupe, de côtoyer des partenaires d'entraînement, des coéquipiers, un entraîneur, ça fait partie d'un aspect qui fait qu'on prend du plaisir à pratiquer ce sport-là. Puis il y en a plusieurs que le fait de devoir être isolé, de faire des entraînements individuels, ça vient à la longue vraiment baisser leur motivation. Donc, quel conseil vous donneriez aux gens qui se sentent un peu seuls, isolés, puis qui ont moins de plaisir dans ce contexte-là? Mais oui, effectivement, la motivation, tantôt Jonathan parlait du pilier de la compétence, ben, il y a un autre pilier qui est le sentiment d'appartenance, donc cet aspect social, donc c'est pas à négliger, c'est vraiment, c'est un des trois piliers de la motivation. Donc, le fait de pas pouvoir s'entraîner en groupe, c'est sûr que ça vient jouer là-dessus. En ce moment, dans les contraintes qu'on vit, on a quand même le droit de s'entraîner à deux. On a quand même le droit, peut-être certains moins ça, mais on a quand même le droit de s'entraîner sur Zoom. Moi, j'aime ça, du moins. M'entraîner, j'ai une bonne ex-athlète qui est maintenant en Europe et on se fait des Zooms, on s'entraîne comme ça. Et puis, d'essayer de garder le contact régulièrement, même s'il n'y a pas d'entraînement de groupe. Je conseillerais même aux entraîneurs peut-être faire une fois par semaine une conversation, même si c'est pas un entraînement, mais une conversation, essayer de garder cet aspect social dans l'équipe. Ah, ben Jen, tu m'enlèves mes mots de la bouche. Pardon, je trouve que t'as vraiment bien fait de parler de ce deuxième pilier. Puis, tu sais, il y a un exemple que je vais donner ici. Tantôt, j'ai vu Martin Angel, il était connecté, puis là, je pense qu'il l'est plus, mais Martin, avec le club Athlétisme Rive-Sud, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est que pour les coureurs de fond ou demi-fond, lors de la long run, le week-end, avant la long run, il va faire un court rappel de comme une dizaine de minutes avec tout le monde pour juste que les gens disent salut, allô, comme dans un entraînement normal. Puis on se parle de qu'est-ce qu'on s'en va faire. Après ça, tout le monde s'en va faire sa long run individuellement, peu importe où ils sont. Puis après ça, tout le monde revient, puis ils font un autre appel, mais un retour ensemble. Puis là, ben, les gens ont la chance de parler de tout et de rien, de parler comment leur course a été. Puis je trouve que c'est vraiment une très belle initiative que Martin a mis en place au sein du club d'athlétisme parce que ça fait en sorte que c'est comme un peu c'était normal d'une certaine façon. Donc, un peu comme Jen disait, je vous invite à mettre des initiatives similaires en place. Si jamais vous avez des entraînements à des moments de la journée spécifiques, pourquoi pas faire des appels à ces moments-là pour ramener un peu cette notion de « Hey, habituellement, on avait un entraînement le lundi ou mardi soir, puis là, boum, on a un appel. » Puis sinon, pour revenir à un point que j'ai mentionné tantôt, vous êtes des athlètes de différents groupes d'épreuves sur l'appel. Pourquoi pas connecter avec les gens de votre groupe d'épreuves au sein du Québec, puis de partager c'est quoi vos meilleures pratiques pour vous entraîner en ce moment. Parce qu'on s'entend peut-être que les coureurs d'endurance, c'est un peu plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'équipement, mais quand on parle de saut en hauteur ou de d'autres choses, si on a besoin d'engins, des haies, etc., ça peut être un peu plus complexe. Donc, ensemble, collectivement, partager vos meilleures pratiques pour que tout le monde vous puissiez progresser.
Excellent, c'est super intéressant encore une fois. Prochaine question ou thème que je vais aborder avec vous, c'est en lien avec la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Donc rapidement, quelqu'un qui a une motivation intrinsèque, ça vient entre guillemets dans de lui, d'emblée, il est motivé à s'entraîner, à faire de l'athlétisme de façon compétitive, alors que extrinsèque, il y a des facteurs externes comme par exemple une compétition ou l'aspect social qui va motiver l'athlète. Après le premier confinement, un athlète peut faire un exercice réflectif sur lui-même, puis se rendre compte que sa motivation, elle est peut-être plus extrinsèque. C'est peut-être plus des facteurs externes, dans le sens que l'athlète, quand il réfléchit, il dit, ouais, ça a été difficile parce que plus être avec mes partenaires d'entraînement, pas avoir de compétition, ça m'a moins motivé. Donc, en faisant de l'analyse, on peut en venir à ce constat-là sur soi-même. Quand on arrive à ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la situation actuelle? Si on le sait, là, quand dans nous, c'est peut-être pas assez pour supporter une pratique là, à 100%, puis qu'on cherche des facteurs externes pour se motiver. Interne. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, dans mon esprit, il y a deux choses principales qui ressortent. Puis la première que j'ai déjà mentionnée, c'est d'aller explorer nos valeurs. Parce qu'encore une fois, les valeurs, c'est propre à nous, qui on est. Ça nous définit comme personne, puis c'est un voyage éternel. On va jamais arriver à réussir nos valeurs d'une certaine façon. On marche continuellement vers celle-ci. Donc, si on est capable d'identifier comme, c'est ça, qu'est-ce qui supporte notre... Par exemple, si moi, je suis curieux, la curiosité, c'est une de mes valeurs. Puis tout ce que je fais, c'est pour découvrir, il est où mon potentiel? Où est-ce que je peux me rendre, etc. Ben ça va venir alimenter une motivation qui est davantage intrinsèque. Puis sinon, un autre point qui me vient à l'esprit rapidement comme ça, c'est celui de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça de l'athlétisme? Puis pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Pourquoi, tantôt, Félix parlait, mettons, des médailles ou pour les compétitions, les podiums, etc. En se demandant pourquoi est-ce que des médailles, c'est important pour moi? Pourquoi est-ce que les podiums, c'est important? En jouant un peu à un enfant de 3 ans avec nous-mêmes, on va être capable d'aller vraiment comme au noyau, les raisons fondamentales pourquoi on est intéressé dans notre pratique sportive, puis les motivations qui étaient extrinsèques qu'on avait en se demandant pourquoi c'est important pour nous, puis en grugeant, ça va devenir des motivations intrinsèques. Mm-hmm. Effectivement, je pense que ça fonctionne très bien comme technique. Je pense que pour certains aussi, ça se peut qu'à un moment dans votre carrière, vous arriviez à une réponse qui va être, ben, c'est le temps pour moi de changer de direction. Et c'est correct aussi. Mm. Et c'est mieux de le réaliser en se questionnant comme ça, puis de se dire, OK, ben, il y a d'autres choses que j'aime mieux. Je pense que la plus belle chose qui peut arriver quand on prend sa retraite, c'est pas de se dire qu'on s'est écœuré de l'athlétisme, mais plutôt de se dire qu'on a commencé à aimer quelque chose d'autre plus. Donc, c'est correct aussi. Et puis, c'est correct aussi d'arrêter, puis dans 1 mois, 1 an, réaliser ça manque et je veux recommencer. 1 an, ça va pas vous enlever vos habiletés. Je regarde des athlètes qui ont été actifs dans mes âges, qui sont maintenant entraîneurs. Je suis sûre que demain matin, ils reprennent la compétition et ils vont quasiment être au même niveau qu'ils étaient. Je vois Vincent qui dit peut-être pas, là, mais vos habiletés disparaissent pas. Là. L'entraînement, ça se reprend. Donc, si en ce moment, vous êtes complètement écœuré, écœurez-vous pas davantage. Prenez le temps de vous arrêter. Puis si dans 1 an, la motivation revient puis vous avez encore le feu qui revient à l'intérieur, faites-le. Sinon, ce qui va arriver, vous allez vous écœurer pour 1 année, puis là, ça va être la vraie fin, puis vous n'allez jamais y revenir. Excellent, c'est intéressant. On a une question de mon collègue à la Fédération québécoise d'athlétisme, Ahmed, qui demande quelles sont les techniques de pleine conscience qu'un athlète peut utiliser pour gérer le stress, l'angoisse en ces temps difficiles, parce qu'avant d'être des athlètes, on est avant tout des humains. Puis d'ailleurs, je mentionne que s'il y en a d'autres qui veulent écrire des questions dans le chat, gênez-vous pas. Puis je passe la parole à Jonathan et Geneviève en lien avec la question de Ahmed. Donc, ça, c'est une question qui est complexe parce qu'on pourrait parler bien longtemps. Mais pour répondre de façon simple, il y a différents piliers à la pleine conscience. On a parlé ce soir de la diffusion, créer de la distance avec nos pensements productifs. On a parlé d'acceptation. J'ai brièvement mentionné celui du moment présent. Puis on n'a pas fait d'activité pour comment faire pour retourner dans le moment présent, mais ça, c'en est un autre. Puis sinon, je dirais que, mettons, prendre des choix. Encore une fois, si on est capable d'identifier nos valeurs, puis après ça, de prendre des décisions qui sont alignées vers celui-ci, c'est beaucoup plus simple. Mais les 3 plus grandes stratégies, quant à moi, puis quant à ce que je connais, puis Jen, tu pourras ajouter de l'information par-dessus ça, c'est vraiment diffusionner,
de nos pensées non productives qui sont associées à ce stress, à cette angoisse. Accepter sans jugement qu'est-ce qu'on ressent. Puis une fois qu'on a défusionné, créé de l'espace, ben là, on a de l'attention de plus. Si on reprend l'exemple de tantôt, j'avais la feuille dans la face comme ça, je peux rien faire dans ce temps-là. Je vois juste ça, je vois juste du noir, etc. Quand on diffusionne, après ça, on est capable de mettre l'attention sur le moment présent. Puis c'est là qu'on réussit à performer malgré le stress ou l'angoisse qu'on ressent. Mm-hmm. Puis, en fait, je vais juste ajouter 2 applications qui sont gratuites pour commencer, éventuellement payantes si vous voulez approfondir. Il y en a une qui est en français qui s'appelle Petit Bambou. Vous pouvez vous créer un compte. C'est une belle porte d'entrée pour faire cet entraînement. Donc, la pleine conscience, c'est pas quelque chose qu'on apprend par magie, là. C'est de l'entraînement. Il faut se pratiquer, il faut en faire. C'est comme courir. Si tu cours une fois par année, tu vas pas devenir un coureur. Ben, si tu fais de la pleine conscience ce soir avec nous, mais que tu n'en refais plus jamais, tu ne vas pas être bon en pleine conscience. Donc, Petit Bambou. En anglais, il y a l'application Headspace, donc comme espace mental. Headspace en anglais. Et puis, c'est des méditations guidées. C'est une dizaine de minutes. C'est une très belle façon de commencer à s'entraîner. Donc, je vous les conseille parce que c'est des applications aussi qui sont bien collées sur ce que la science nous indique en ce moment, là. C'est pas n'importe qui a inventé ça. Excellent, merci beaucoup, toujours intéressant. Peut-être un dernier commentaire qui me vient en tête, là. Récemment, je m'entretenais avec un athlète international qui a récemment pris sa retraite, qui a été aux Olympiques, puis j'ai essayé de lui demander un peu comment t'expliques le succès que tu as eu. Mm-hmm. Puis une des surprises que j'ai eues, c'est que sa première réponse, ça a été j'ai réussi à implanter une routine dans ma vie qui a fait que je me suis entraîné de façon constante, sérieuse, pendant des années. Même s'il y avait d'autres obligations, pour cet athlète-là, ce qui fonctionnait, c'est qu'il y avait sa routine, il était bien, il était heureux là-dedans, puis il se posait pas de questions. Donc, il se levait le lundi matin, il savait qu'avec tel partenaire d'entraînement, il allait faire sa longue sortie. Le mardi, il savait qu'à 4 heures, il allait faire son entraînement de musculation, c'était à tel endroit, puis il était confortable, puis il était bien dans cette routine-là. Puis c'est pas quelqu'un qui a évolué pendant le confinement, pendant la pandémie, c'est quelqu'un qui est récemment retraité. Puis j'ai trouvé ça intéressant le parallèle avec la situation actuelle, puis avec les outils qu'on vous a donnés ce soir, dans le sens où si vous savez qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre dans votre quotidien d'entraînement, des détails que vous avez tendance à couper un petit peu les coins ronds, ben essayez de structurer votre horaire personnel de façon à ce que ça devienne une habitude. Un peu comme Geneviève l'a dit, après une vingtaine de jours, ça devient plus facile à continuer sans qu'on ait à faire d'efforts. Ben, si ta musculation, tu le sais que c'est plus difficile de te motiver, ben, pourquoi tu la fais pas toutes les mardis au même moment, après ta journée d'études, après ta journée de travail, après ton jog. Donc, de trouver à quel moment ça pourrait faire du sens pour toi, puis de l'inclure pour que ça devienne une habitude. Je pense que c'est un conseil qui peut être intéressant dans le contexte actuel. Mm-hmm. Est-ce que je peux ajouter une petite information, Félix, par rapport à ça? Oui. Vraiment vite. On a parlé de deux besoins fondamentaux de la motivation. On a parlé d'appartenance sociale. On a parlé aussi de compétences. Le premier au sommet de cette liste-là, c'est l'autonomie. Puis le commentaire que Félix vient de faire, l'information qu'il nous partageait, ça parle d'autonomie. Face à l'incertitude, c'est très difficile de contrôler des choses. Donc, le fait d'avoir des routines, ça nous permet de favoriser ce sentiment d'autonomie parce qu'on contrôle notre routine. Puis si vous êtes en mesure de créer des systèmes autour de vos habitudes qui vont faciliter la mise en place de celle-ci, ben c'est là que ça va être plus optimal. Mm-hmm. Puis moi, je terminerai avec le fait que, comme j'ai dit tantôt, on est des créatures des habitudes. Donc, c'est vraiment important de créer les habitudes qui vont soutenir notre motivation, puis éliminer, contrôler les autres habitudes qui sont négatives. Et puis, la citation que j'aime bien de ce temps-ci, c'est de dire « Quand les temps sont durs, les durs passent à travers le temps. » Alors, essayez de vous rappeler cela et ça va bien aller. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Avant qu'on termine l'activité de ce soir, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, poser une question ou un commentaire? Gênez-vous pas, c'est possible de le faire dans les prochaines secondes, minutes. Non, ben, je conclurai en disant merci
Merci d'avoir été présent à nos deux conférenciers. Merci aux athlètes, aux coachs d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez appris des choses qui vont vous aider. Si vous avez des questions qui vous reviennent en tête plus tard, gênez-vous pas à m'écrire. Au besoin, je les transférerai à Jonathan et à Geneviève. Je pense que c'est deux excellentes ressources, puis on va essayer de les utiliser à bon escient pour continuer à aider nos athlètes à progresser. Donc, merci Jonathan, merci Geneviève. Bonne continuation à tout le monde. Puis, gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit. On est là pour vous à la Fédération pour vous aider dans ces temps difficiles. Puis, on va y arriver, on continue.